Hier soir, j'étais avec deux potes et on discutait de liberté financière. On parlait d'argent de manière assez détendue, c'était super cool. Mais suivant le discours qu'ils avaient, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas compris quelque chose. D'ailleurs, je ne suis pas persuadé qu'ils soient bien satisfaits de regarder cette vidéo, mais n'empêche que voilà, je vais quand même partager ce que j'ai sur le cœur par rapport à cette situation. L'idée, c'est de comprendre un petit peu le cas de figure dans lequel ils sont. Deux personnes qui gagnent environ chacun 3 000 €. Les deux sont entrepreneurs, les deux ont des activités totalement différentes. L'un des deux, il est dans l'affrétage d'avions, c'est des petits jets privés pour des personnes qui ont besoin de faire des petits trajets. Et l'autre, il est dans le SEO, c'est le référencement de sites internet. Donc, deux statuts légèrement différents, mais ils arrivent tous les deux dans leur boîte à se payer 3 000 €. Et puis, ils construisent à côté une société qui, justement, est censée les sortir de cette espèce de rat race et du coup, leur apporter l'indépendance financière. Mais c'est bizarre parce que tous les deux, ils me disent en même temps que leur activité c'est bien, ils sont indépendants, mais ils ont quand même envie d'arrêter de bosser. Ils parlent quand même de cette fameuse putain de liberté financière. Donc c'est bien beau d'en parler, mais après c'est quoi les actes et les actions qui sont mis en place, qui sont mis en face justement? Est-ce qu'ils sont dans une réelle cohérence? Et c'était pas forcément le cas dans les discussions qu'on avait. J'ai un téléphone qui sonne en même temps, et donc forcément on va le couper, sinon ça va nous faire chier. Donc, on a compris leurs revenus, on a compris leur position. Quel est le premier truc sur lequel ils pourraient travailler, chacun de leur côté? Investir leur argent, c'est une chose, éventuellement réduire leurs dépenses, c'est une autre chose. Et on a beaucoup parlé justement du logement. On a fait un tour de table et puis on a parlé justement quelles étaient les dépenses, les budgets de chacun sur le logement. Donc l'un des deux, les deux sont locataires. Déjà, les deux n'ont pas de résidence principale alors qu'ils parlent justement de cette histoire de liberté. Résidence principale, logement en location, 1 250 € par mois pour l'un des deux. Il a un appartement, centre-ville, donc c'est 1 000 € de location avec les charges et compagnie. Et puis tu rajoutes un garde-meuble, tu rajoutes une place de parking, 1 250 € par mois. C'est la moitié de ce qu'il gagne en fait. La moitié de ce qu'il gagne. Le deuxième, il a quelque chose qui est un peu plus grand parce qu'il est plus excentré du centre-ville. C'est quand même une petite maison, il a quand même un petit jardin, il a 1 400 €. On a l'impression qu'il fait une meilleure affaire parce qu'il a plus de surface. Mais est-ce que mathématiquement, c'est une vraie affaire par rapport à chacun leurs ambitions justement de liberté? Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est en termes de budget, quel est l'impact justement de cette location? Simple, on va prendre ce 1 250, par année ça fait 15 000 €. 15 000 € de perdu. Alors est-ce que quand on achète une résidence principale, on gardait tout l'argent? Non, pas forcément. Mais il faut juste rentrer sur ces ordres de grandeur, justement. Sur 10 ans, ça ferait dans les 150 000, c'est des sommes qui sont colossales. Et on aimerait peut-être, sur son logement, récupérer une partie de cet argent. On n'a pas eu le temps encore de faire le tour de table à ce moment-là. Moi, dans ma tête, je réfléchis et je me dis vraiment, mais il faut qu'on partage un petit peu des infos là-dessus. Moi, aujourd'hui, pour vivre chez moi, ça me coûte 150 €. Je suis dans des conditions qui sont différentes, je l'accorde. La stratégie que j'ai utilisée est différente, je l'accorde. Et tout le monde n'a pas envie de se mettre dans les mêmes conditions. Mais il n'empêche que du coup, ça me laisse de l'épargne de côté. Ça me laisse de quoi investir, de faire autre chose différemment. Donc, le calcul, il est posé. Je reparle après justement de la situation que j'ai moi, parce qu'on va se concentrer sur autre chose dans un premier temps. Je les questionne sur leur choix de résidence principale. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là? Forcément, ils se disent, moi j'ai une entreprise, j'aimerais, je ne sais pas si ça va marcher, pas marcher, la stabilité peut me faire peur, donc rester toujours au même endroit. C'est des questions qu'on se pose. Parce que c'est vrai que tu es dans une ville aujourd'hui, avec leur business, peut-être qu'ils peuvent être dans une autre ville demain. Et c'est tout à leur honneur en fait de pouvoir choisir et sélectionner d'aller dans un projet différent, de garder de la mobilité, parce que forcément s'ancrer dans un logement, à un endroit fixe, ça peut faire peur et ça se comprend. Mais je leur pose, donc on continue les questions, et pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas si on s'accorde juste au point de vue mathématique, au point de vue justement du potentiel d'argent qu'ils pourraient ou simplement récupérer ou éventuellement gagner en faisant une petite plus-value ou des choses comme ça, en faisant de la location. Parce que quand on regarde, j'ai un crédit, oui je paye des intérêts, mais je capitalise sur mon bien.
Oui, j'ai des intérêts, des taxes foncières et compagnie, mais on voit bien que comme j'arrive à capitaliser une partie de ce que je gagne, eh bien forcément, le jour où je vais vendre le bien, c'est 1250, c'est 1400 euros de budget. Sur le long terme, au lieu que ce soit 100% de dépenses, il y a une partie qui a été de cet argent qui a été investi qui pourra soit être récupéré, soit si un jour le logement est payé, forcément réduire de certaine manière les factures. Donc on l'a évoqué, ils ont un problème avec la liberté de mouvement, ce qui se comprend. Ils ont aussi une peur de faire justement des erreurs, de se dire si je me plante, que j'achète pas le bon bien, imagine l'un des deux est en couple, si j'achète en couple et que je dois un jour me séparer, comment est-ce que ça va se passer? Il y a des craintes, c'est logique. Mais je pense qu'en ayant le même budget, en ne dépensant pas forcément plus d'argent, ils pourraient se mettre sur un chemin, sur une voie, sur une route, justement qui pourrait leur apporter un petit peu plus, qu'elle les rapprocher de leur objectif justement, cette notion de liberté. Forcément, le tour de table il se fait, on revient sur moi, il me pose la question, Valentin c'est bien beau, tu nous poses des questions, mais du coup toi on sait toujours pas c'est quoi ton budget mensuel. Je l'explique, mon budget c'est tant, donc oui j'ai des dépenses, de l'autre côté j'ai aussi des revenus. Et la balance commerciale on pourrait dire entre les deux, j'ai toujours mon téléphone qui sonne, ça fait partie du jeu. La balance commerciale entre les deux, en fait j'ai un déficit budgétaire de 150 euros. Donc moi pour vivre chez moi, dans un appartement, on s'en fout de la superficie, mais ça me coûte 150 euros par mois. Forcément, là il y a quoi? Il y a un silence. Parce que pour eux c'est pas possible. Si je suis propriétaire et que je dépense si peu, c'est qu'il doit y avoir un truc, qu'il doit y avoir un hack, qu'il doit y avoir un... Je l'ai payé cash? Non, je l'ai pas payé cash. J'ai un crédit comme tout le monde, je rembourse mon crédit tous les mois, je dois être encore à 109 000 euros à rembourser sur encore la vingtaine de prochaines années. C'est comme tout le monde. C'est juste que j'ai justement essayé de réfléchir différemment à l'investissement de ce projet et de comment est-ce que je pouvais diminuer ce budget, augmenter les revenus de l'autre côté. Et donc il pose la question, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai changé dans ce modèle-là? Ce modèle il est très simple. L'idée c'est de non pas réfléchir à son logement comme étant le fameux refuge dans lequel on va peut-être rester 25 ans, mais de voir vraiment comme un produit d'investissement. Pour moi aujourd'hui quand j'achète, je me dis il y a un prix du marché, il faut que j'achète en dessous, il faut que je valorise ce bien, il faut que je puisse le vendre plus cher plus tard. Et au niveau du budget, forcément il faut qu'il soit le moins élevé possible, il faut que je fasse en face rentrer des revenus. Il y a tout un tas de possibilités pour faire rentrer des revenus sur un logement. On en discute dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. L'idée, et pour pas non plus être dans du mensonge, mon logement aujourd'hui il y a des vraies dépenses. J'ai 1000 euros de budget pour, si je n'avais pas mes revenus en face, j'ai 1000 euros de budget à sortir tous les mois. Donc je suis un petit peu en dessous de ce que mes copains ont, mais vu que de l'autre côté, j'ai ces 1000 euros de revenus, il y a toujours une notion d'imposition. La balance, elle est négative de 150, mais elle est négative ou elle n'est pas négative? Parce qu'en fait, c'est même plus une dépense. Il suffit de mettre les revenus en face des bonnes cases et moi, je peux simplement exprimer le fait que aujourd'hui, ce que je rembourse, c'est pas des charges, c'est le crédit, c'est le capital. Et ce capital, je vais le rembourser. Donc oui, aujourd'hui, je sors mes 150 euros tous les mois, mais à la fin, je vais les récupérer. Et l'autre partie du crédit qui n'est pas remboursée par moi-même, elle est remboursée par les locataires qui m'aident à payer justement le bien. Donc c'est une façon différente justement, pas d'idéaliser, de réfléchir à sa résidence principale uniquement par le prisme mathématique. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas bien chez moi, on peut regarder dans d'autres vidéos, peut-être que je présente des fois. J'ai quand même une petite vue sur les montagnes, j'ai quand même de l'espace, tout fonctionne bien pour moi. La stratégie que j'utilise, j'appelle résidence principale hybride. Pour ceux que ça intéresse, allez voir, j'ai mis un lien dans la description. Je l'explique beaucoup plus en détail parce que là, dans une vidéo comme ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Je crois qu'elle fait 20 minutes l'autre. Mais l'idée, après, c'est de se poser la question, est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que c'est possible pour eux, pour ces personnes-là dont je vous ai parlé? Moi, j'ai envie de dire que oui, mais je ne suis pas à votre place. Je ne connais pas vos objectifs, je ne connais pas vos contraintes, je ne sais pas comment est-ce que vous avez envie de vivre votre vie. Sur le principe, c'est possible. Et ça peut être matérialisé
par différentes formes. Avoir des revenus complémentaires sur son logement, vous pouvez très bien, je ne sais pas, chez vous, peut-être louer une chambre en Airbnb, ça vous fait des compléments de revenus. Vous pouvez prendre un colocataire, vous avez peut-être une entreprise, vous êtes informaticien, vous allez faire venir, je sais pas, les clients chez vous ou facturer, enfin vous allez louer votre bureau au sein de votre entreprise. Il y a plein de façons justement d'essayer de faire bouger des capitaux et puis d'essayer de faire en sorte qu'ils s'évaporent, de les conserver, ça augmente votre épargne, ça vous permet éventuellement l'épargne ou dans vos projets personnels, hein, si vous voulez partir en vacances, peu importe, faire du sport, vous achetez des articles sportifs comme moi, je sais très bien le faire. Et éventuellement, ça peut se faire en appartement, ça peut se faire en maison, tout dépend les budgets de chacun. Comme j'ai dit, si vous voulez en savoir plus, il y a un lien dans la description. Si ce genre d'échange vous intéresse, on s'abonne à la chaîne et puis on verra bien les prochaines vidéos, les prochaines discussions que j'ai avec d'autres personnes. Ça me plaît de partager justement, ma vision c'est une chose, mais l'échange que je peux avoir d'autres personnes et justement d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut visualiser différemment le logement, sachant que comme je le répète dans plein de vidéos, le logement est quand même le budget numéro 1 des Français. Et pourquoi ce ne serait pas le plus faible? Pourquoi ce ne serait pas le plus faible? Je vous laisse là-dessus, c'était Valentin, à bientôt. Ciao!